disais que les maisons comme Sotheby's, etc., prenaient des commissions. De quel ordre est ces commissions? Est-ce que c'est leur seul type de revenu ou comment ça fonctionne concrètement? Ouais, c'est, à ma connaissance, leur seul type de revenu, ils doivent sûrement avoir quelques contrats par-ci par-là de trucs dans le genre, mais en gros, les maisons de vente, elles prennent une commission sur l'acheteur et sur le vendeur. Celle-ci dépend pas mal de ta zone géographique, etc., et des taxes locales. Pour donner une idée, les taxes vendeurs chez Sotheby's, donc toi tu viens avec ton tableau, tu veux vendre chez nous, on va prendre une commission sur la vente aussi. Ça peut aller de 0 à 12%. Donc 0% pour les bons clients avec qui en fait t'as envie de les attirer aussi les vendeurs. Donc en fonction de certains trucs, tu fais des commissions moins importantes. Mais ça va de 0 à 12%. Et ensuite, il y a une commission sur l'acheteur, cette fois-ci, qui elle est ce qu'on appelle le buyer premium. C'est-à-dire que tu sais quand les gens enchérissent par exemple en live auction 100 000 euros une fois, deux fois, trois fois marteau, en fait le mec il va pas payer 100 000 euros, il va payer plutôt 130, 125 000. Ce qui a le buyer premium dessus, qui est souvent en fonction des maisons de vente. Waouh, Sotheby's, on était, ouais, 25% de c'est commission. Là. énorme. Ouais. Mais Sotheby's, c'est une des plus grosses commissions en buyer premium, puisque, bah, c'est une des plus prestigieuses maisons de vente. T'as des maisons de vente où c'est bien moins important, en l'occurrence. Mais oui, c'est dans les ordres de 25%, sans la TVA. Et Parce qu'ils ensuite, ils mettent en vente des choses que personne d'autre met en vente. absolument, et puis c'est plus à même de vendre des Sotheby's, ils sont spécialisés dans les choses entre 100 000 et infini, tu vois, en termes de prix. Donc pour certains niveaux, certains types d'objets, il n'y a pas mieux qu'eux pour les vendre, tu vois. Et ils vendent des choses à plusieurs millions tout le temps, tu vois. Là, récemment, ils ont vendu, je crois, que c'était un papier sur lequel le chanteur de Queen avait écrit Bohemian Rhapsody. C'est parti à 3 millions, un truc comme ça, et tu vois, c'est en salle, et en fait, c'est les gens les plus à même de vendre ce genre d'objet, tu vois. Ça reste les plus grandes maisons de vente au monde, donc c'est là que les grosses ventes se font tout le temps. Donc ce côté prestigieux, en fait, il a un prix pour les gens, et voilà. Mais du coup, ça marche par commission à la fois des acheteurs et des vendeurs, ce qui paraît assez étonnant pour beaucoup de gens de NFT, parce on est habitué à seulement la commission sur l'achat, justement, et pas sur la vente. Et voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'ils se font l'argent sur la plupart. C'est pour ça qu'ils ont envie de les vendre, les choses. Quand ça se vend pas, ils touchent pas leur commission. Donc c'est une perte sèche pour eux, de tous les coûts marketing que tu peux avoir sur certains objets. Ok. Donc ce qu'ils veulent, c'est vendre. Quelles sont tes perspectives un petit peu sur toutes les marketplaces et les différentes politiques de royalties? Je pense que c'est un petit peu la transition naturelle par rapport à ça, parce que globalement tout le monde se plaint qu'on paye trop de royalties, et puis là tu m'expliques que dans, dans l'entre guillemets l'industrie de l'art traditionnel, on fait quasiment x10 sur les royalties à certains moments. Ouais. De quel œil tu vois toutes ces discussions qu'on voit avec Blur, qu'on voit avec OpenSea, qu'on voit avec Magic Eden? Je suppose que t'as un avis qui est beaucoup plus développé et aiguisé que le mien, donc ouais, j'aurais été content Bah, d'avoir un petit peu ton avis sur ce sujet-là. bah déjà, tu fais la confusion, puisque les royalties, c'est pas similaire aux commissions. En fait, ce qui est plus similaire, c'est les frais de plateforme. C'est-à-dire que les commissions que Sotheby's prend, Oui, c'est comparable. il y a les fees et les royalties. Ouais, parce qu'en fait, en plus de tout ce que je t'ai dit, il y a Ouais, mais aussi en soi, il y a des dans le plateformes monde qui te permettent de même pas payer les royalties. C'est ça que ouais, je veux ouais. dire. Ah oui, ça, tout à fait d'accord. Mais juste pour dire, c'est que en plus de tout ce que je t'ai dit là déjà, t'as aussi sur certains artistes ce qu'on appelle le droit de suite. Donc c'est aussi des royalties que tu dois payer Ah oui, putain. dans certains cas. En fait, le droit de suite, c'est un truc qui existe dans le droit français depuis quasiment un siècle Ça maintenant. mange bien les artistes. Bah, au contraire, c'était une mesure sociale qui était faite pour éviter que leur famille crève la dalle, justement. Puisque dès qu'ils mouraient, les artistes, bah, ils touchaient plus rien un soir. Ok. Donc, tu vois, typiquement, la famille de Van Gogh, une fois que Van Gogh était die, bon, ils avaient des stocks, donc ils ont continué à en vendre, et c'est pour ça qu'ils sont devenus connus par la suite. Mais quand t'étais un artiste connu qui avait tout vendu dans ton lifetime et que bah tu mourais, ta famille, elle avait que de chic, quoi, tu vois. Et donc le droit de suite, c'est un petit pourcentage, je sais plus exactement de combien il est dans le monde de l'art traditionnel, qui est reversé en fait aux ayants droit de l'artiste, donc très souvent à sa famille ou à sa fondation, son estate, et qui permet de continuer de faire en sorte que l'artiste y soit exposé, de créer des choses comme des monographies, des choses qui vont participer à la mémoire de cet artiste-là, tu vois. Et dans le monde de l'art traditionnel, généralement, les artistes, avant d'être successful, ils sont soit très vieux, soit morts déjà. Donc en fait, la famille ne bénéficiait pas du tout du retour du succès que ces artistes-là avaient par la suite. Donc en fait, le droit de suite, ça a été instauré dans le droit français, comme je te dis, il y a quasiment un siècle maintenant, comme une mesure sociale, et c'est
vraiment l'équivalent des royalties dans le monde des NFT. Donc on n'a rien inventé là-dessus. Justement, la différence, c'est que les royalties ont été vues comme une forme de revenu passif pour les artistes. Alors que c'était à la base un truc qui est pas fait pour avoir un revenu passif, mais vraiment pour avoir un revenu de subsistance, en fait, en réalité. Notamment pour tes familles. Donc je considère que les royalties sont justifiées Donc à survivre. certains... Ah ouais, c'est ça, non mais absolument. Donc, et tu vois, il y a certains artistes comme Beeple, par exemple, qui ont réinvesti, je pense, la totalité des royalties qu'ils ont gagné sur leur second marché, dans le fait de faire un lieu hyper important, je sais plus où est-ce qu'il est, exactement dans une ville de Virginie, qui lui a coûté sûrement plusieurs millions d'euros à créer. Et tu vois, il redonnait à l'espace entre guillemets de cette manière-là, ce qui est intéressant. Et il utilisait les royalties d'une manière originale, dans le sens que lui, il vendait ses œuvres à 1 dollar pour que n'importe qui puisse avoir la chance de l'avoir s'ils étaient tirés au sort. Et lui, il faisait vraiment gagner sa vie sur les royalties, puisque ses œuvres s'échangent, tu vois, au moins à 50 000 dollars. Donc quand il touchait 5 à 10% dessus, sur des éditions, il gagnait bien plus d'argent que sur la vente à 1 dollar de premier marché, tu vois. Donc il y a des gens qui ont des approches assez intéressantes par rapport à ça et originales. Euh, pour moi, les royalties tu vois, sauf si c'est intégré dans ton business plan de manière peut-être évidente sur les projets collectibles, ça fait pas tellement de sens parce que justement, c'est pas une sorte de revenu de subsistance ou ça correspond pas trop à l'éthos du droit de suite. Après, je suis quand même content de voir que la plupart des marketplaces dits curatés comme SuperRare, Maker's Place, Nifty Gateway et compagnie, Asyncart, ont gardé encore les royalties. Rarible aussi, peut-être. Ouais, Rarible, je crois que certainement. Peut-être que Rarible, vu qu'ils sont plus, ils sont pas vraiment curatés, Rarible, ils avaient cette volonté de concurrencer OpenSea, donc c'est pas tout à fait, je sais pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. OpenSea et tout. Ok. Mais ouais, en gros, les royalties à ce niveau-là, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est juste que la promesse qui était faite au début du Blue Run s'était avérée mensongère, tu vois. L'immuabilité des NFT qui est pas vrai et le fait que ouais, les royalties sont on-chain, etc. Alors qu'en réalité, pas du tout. C'est fait au niveau des plateformes, c'est fait au niveau même pas au niveau des smart contracts, je crois. Donc il y a tellement de manières de les bypasser que c'est un système qui était pas abouti, quoi. C'est dommage parce que je pense que ça a attiré beaucoup d'artistes là-dedans, justement. C'était une des premières raisons pour lesquelles les gens sont venus. Et en fait, on se rend compte que le système qui existe en France est lui bien plus abouti, alors que géré par un État, géré par une institution centralisée, etc. Tu vois. Donc ça posait que moi j'avais discuté avec des gens du ministère de la Culture en France qui étaient justement très déçus de savoir qu'en fait les royalties tu pouvais les bypasser puisque pour eux c'était ça qui les intéressait vraiment. Ils disaient, ah, un système de redistribution qui est intéressant, qui pourrait utiliser des technologies que nous, on n'a pas encore, tu vois, vraiment recherché ou adopté. Et en fait, le fait que ce soit pas une réalité, ça les a vraiment déçus. Moi, j'ai vu, ça les a vraiment déçus et ça a vraiment gommé pas mal de pistes de développement pour le ministère de la Culture sur ces sujets-là et l'adoption du Web3 de la blockchain. C'était vraiment un des facteurs les plus importants pour eux. Et donc c'est dommage à voir. Euh, Après voilà, j'espère que qu'elles sont toujours respectées sur les marketplaces traditionnels et tout. Je pense que pour les projets collectibles, on peut oublier et que de toute façon c'était peut-être pas tout à fait justifié pour la plupart. Bon après c'est à débattre encore une fois, mais là-dessus ouais c'est un truc qui avait fait débat et à juste titre et parce que ça avait créé beaucoup de déceptions de beaucoup de personnes qui avaient adopté notamment le Web3 à travers ça et pour cette raison-là uniquement. Donc j'espère que ça va pas complètement disparaître et j'ose espérer qu'un jour on trouvera un système technologique qui permettra d'assurer de manière on-chain les royalties sur toutes les marketplaces pour les artistes qui le décident. Mais j'y crois moyennement malheureusement. Mais chez Sotheby's, tu vois, on respectait les royalties typiquement quand c'était des acheteurs de second marché. Alors qu'on était légalement pas obligé de le faire d'ailleurs, on reversait une partie du coup enfin c'était l'acheteur qui reversait une partie de la somme qu'il avait eue à l'artiste pour respecter ses royalties justement. Donc ça c'est des choses qui se développent. Mais tu vois typiquement aux États-Unis, le droit de suite, comme je te l'ai dit en France, n'existe pas. Donc en fonction des cadres nationaux, mais moi ce Ouais. que je pense pour trouver des solutions Ok. en tout cas à Donc cette pour eux, c'est problématique. une nouveauté.
Non, puisqu'en fait ça avait été un moment défini par des tribunaux de Los Angeles, de Californie et pour l'adapter au niveau fédéral, mais ça avait été bloqué par le gouvernement fédéral complètement. Donc non, c'est pas une nouveauté parce que c'est des choses qui existent depuis longtemps et qui sont débattues depuis longtemps. Et justement, c'est ça que je trouvais dommage dans tous les débats que je pouvais voir sur le royalties dans l'espace, c'est que c'était des gens qui en parlaient sans prendre connaissance des systèmes existants et de ce qui avait pu être fait sur cette question depuis quasiment un siècle. Tu vois, t'as un siècle de débats que tu peux utiliser et sur lesquels tu peux te baser. On les utilisait pas, on avait l'impression de réinventer la roue, tu vois, en permanence. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage. Je pense que s'il y a des solutions à trouver, elles vont être d'inspiration, notamment des systèmes qui existent déjà aujourd'hui dans le monde de l'art traditionnel et qui sont gérés aujourd'hui par la plupart par des organismes centralisés et publics. Donc je pense qu'il y a des pistes à explorer là-dedans pour essayer de trouver les vraies solutions et qu'on va pas réinventer la roue avec ça et voilà donc c'est ce que j'aimerais voir quoi c'est peut-être même des États s'intéressent à ce sujet-là et impliquer peut-être des systèmes blockchain pour, tu vois, la SACEM ou des choses comme ça. Les droits musicaux, typiquement, c'est géré par la SACEM, c'est géré par des instituts publics et centralisés, et c'est super bien géré. Enfin, il y a un délai de versement avec tout ce que tu veux, mais fondamentalement, c'est un système qui protège les artistes, qui les rémunère et qui fait en sorte qu'ils soient accompagnés, etc. Donc, et qui gagnent leur juste droit de leur création. Donc là-dessus, ouais, il y a un peu un décalage entre ce qui était promis et ce qui a été, ce qui s'est avéré être une réalité technologique, quoi.